c'est dingue, avec ça maintenant je peux tout faire. Ça résout tous mes problèmes, c'était vraiment ça. C'était vraiment, ça résout tous mes problèmes, tout ce qui me bloquait. Tu as beaucoup de débutants qui n'y arrivent pas avec Git. Qui, quand on leur dit qu'il faut maîtriser le versionning, ils te disent mais soit j'en ai pas vu en formation, soit j'en ai fait un petit peu, je sais pas trop, etc. Swift-UI, je pense, et je m'en suis peu servi, donc j'ai pas beaucoup d'autorité sur le sujet, je pense qu'il se focalise plus sur la productivité. Ce qu'il faut chercher absolument, c'est tout de suite à savoir ce que tu ne sais pas. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Agility Teach. Donc on se retrouve pour un épisode assez particulier. Donc je reçois un invité qui va nous présenter donc une application qu'il a développée, donc un SaaS. Et cet invité, du coup, quelqu'un que j'ai rencontré auparavant. Mais bon, vous allez en apprendre plus dans cet épisode. Restez branchés. Salut Nathan. Hello Jenson. Alors, donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Yes, ça fait un moment. Hein, ouais. C'était quand? C'était janvier-février 2023, quelque chose comme ça. De là, ouais. Ça date. Yes, la dernière fois que je suis passé à Décodeuse. Ouais. Du coup, je te laisse te présenter. Ouais. Let's go. Je m'appelle Nathan, mon sopano. Je suis dev. Alors c'est rigolo. En ce moment, je suis développeur macOS. Quand j'explique ça, les gens ils me demandent toujours genre macOS. Tu bosses sur Mac? Mais non, je fais une application pour Mac. Ce qui est en 2024, c'est vraiment pas. Ouais. T'as des gens qui. Ouais, j'ai capté. Mais bon, c'est un peu la même chose quand tu dis que tu bosses sur Internet. Ouais. Donc la compréhension elle est un peu compliquée pour tout le monde. Ce qu'ils comprennent pas, c'est quoi Internet, c'est vaste en fait. C'est un petit peu abstrait. Mais je comprends pour macOS, ça fait un peu bizarre. Yes. Après, ce qui est précis, simplement, c'est de dire je bosse sur un outil pour développeurs. Ouais. Je bosse sur une app pour développeurs. Mais avant, donc, du coup, c'est Redcon, spoiler, un client Git. Mais avant ça, j'ai fait un peu de carrière dans le web, dans le développement web. Ok, d'accord. La plupart de mon expérience au boulot, c'était en tant que développeur front-end. Je suis passé par des boîtes, il y avait des boîtes assez cool. Les gens ils peuvent connaître peut-être NetVibes. Je connais NetVibes. Ouais, hein, des dashboards. Un truc comme iGoogle pour les gens qui ont un peu plus d'âge. Ah, mais ça date, c'est iGoogle. Wow. Yes. Et iGoogle, ils ont arrêté, mais NetVibes, ils ont continué. Donc, c'était leur truc de dashboard où tu pouvais mettre tes widgets, customiser ta page pour faire ta propre page d'accueil. Et avec ça, un lecteur RSS. Okay. Tout un truc. Ils étaient très ambitieux, ils avaient toujours plein d'idées. Et au moment où moi je suis parti, ils étaient en train de se lancer dans un truc pour de l'IoT, Internet of Things, qui était vachement la mode à l'époque. Combiné avec c'était un équivalent de IFTTT ou Zapier, un truc d'automatisation. Donc tu peux un peu programmer tes appareils de IoT. C'est sorti dans la même période qu'IFTTT? Genre 2015, 2016, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ouais, je me rappelle quand c'est sorti, tout le monde était waouh, trop génial. En fait, c'était les prémices des outils no-code et les gens n'avaient pas capté encore en fait que c'était du no-code parce qu'on pouvait déjà le faire nous. On n'avait pas encore le terme. On pouvait automatiser les choses avec des API. C'est des loops, hein. Yes. C'est pas grand-chose. Et petit à petit, ça a pris de plus en plus de complexité, c'est ouvert à plus de monde et c'est devenu aujourd'hui la mode un peu no-code avec Bubble et compagnie. Mais c'est quoi ton parcours? Toi, du coup, tu t'es formé comment au code? C'est quoi qui t'a amené à ça? Alors c'est rigolo, il y a beaucoup de gens comme ça où j'ai commencé assez jeune, genre en tant que gosse. Et c'est marrant, c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir la programmation. D'accord. Un jour, c'était sur un vieil ordi, un truc où c'était que par ligne de commande, genre une invite basique. Et il me montre un programme qu'il avait écrit avec mes cousins-cousines, où ça dessinait à l'écran une petite maison, des petits personnages, mon cousin, ma cousine, leur chien. Et après, il me montre le code. Et alors, bien sûr, le code illisible. Je sais pas, évidemment, personne. Sauf qu'à la fin de chaque ligne, il y a un commentaire qui dit ce qu'elle dessine. Ok, d'accord. Dessine, machin, machine et le chien. Et moi, j'avais 8 ans. J'aime pas les chiens. À cette époque-là, genre, mais non, moi, j'ai les chats ou rien. Ouais. Du coup, je vais dans le code et je modifie, je remplace chien par chat. Mon grand-père me dit, non, ça va pas marcher. C'est comme ça que ça marche. Et moi, je comprenais pas. J'étais genre, oui, mais c'est écrit dessine le chien. Pourquoi est-ce que le programme, il aurait dessine le chien si ça faisait rien? Je change quand même et évidemment, on relance le programme et ça change rien. Et c'est là que ça m'a lancé. J'étais genre, mais je veux comprendre. D'accord. C'est pas mal ça. Ça t'a tiqué en fait. Ouais. Parce que du coup, tu te retrouves face à un truc que tu veux faire. Mais tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, ça marche pas. Et tu veux comprendre pourquoi ça marche pas. Ouais, ça c'est cool, ça. Ouais, c'est particulier comme premier pied, on va dire, du coup, dans le code. Et c'était quoi, du coup, comme langage qui a été écrit? C'était du basic. Du basic? Ouais. Ok, d'accord. Donc, et c'était marrant, il avait un petit livre, le basic pour les enfants, genre un tout petit livret où tu pouvais apprendre un peu les trucs de base. Donc je pense que j'ai commencé avec ça. Il avait aussi le manuel complet, référence complète du basic. Et au bout d'un moment, je me suis mis à le lire parce qu'on avait un temps d'écran limité.
Mais du coup, quand j'étais pas sur l'ordi, je pouvais quand même lire ça et rêver un peu. Ça paraît idiot, hein, rêver avec un langage de programmation. Mais tu lis le truc et c'est genre, oh, avec la commande input, je peux savoir où l'utilisateur il touche à l'écran, parce qu'il y avait une sorte de crayon avec un fil qui pouvait toucher à l'écran à la place de la souris. Et c'est genre, mais incroyable. Et du coup, tu lis ça et tu te fais des idées de comment ça va marcher. J'écrivais des programmes sur papier. Puis quand je pouvais enfin aller sur l'ordi, c'est là que j'explique. Parce que du coup, tu as développé avant ça, donc avant de te coder même, tu as développé d'abord ta compréhension du langage. Et tu t'es dit, tiens, je pourrais peut-être faire ci, faire ça. En gros, ta créativité, quoi. C'est un cycle de pouvoir expérimenter et de devoir finalement planifier à l'avance. Je me demande si ça m'a pas aidé dans un sens, de m'apprendre à pas juste taper du code, mais devoir y réfléchir un peu. Après, en soi, tu sais, franchement, il n'y a pas de secret. La documentation, c'est la documentation, c'est tout. Donc, c'est le mot qui résume tout. Combien de fois tu es bloqué, combien de fois tu n'arrives pas à avancer? Bah oui, regarde la doc. Yes, une des plus grandes compétences qu'on peut avoir, c'est trouver l'information. C'est ça, exactement. Sur le net, non, franchement, c'est pas mal comme entrée, on va dire. Et du coup, au niveau des études, tu as foncé dans ça aussi ou tu as fait autre chose? Ouais, foncé dans ça. Parce que du coup, après ça, en fait, il y a eu plein de choses. La programmation, elle est partout autour de nous. Et Warcraft 3, un jeu d'action en temps réel, enfin de stratégie en temps réel. Moi, ça m'intéressait pas trop. J'étais nul à ce jeu-là. Mais il avait un mode d'édition où tu pouvais faire tes propres scénarios, faire tes propres trucs. Tu pouvais faire des choses incroyables là-dedans. Il y a plein de jeux modernes comme Dota qui ont commencé comme simplement une petite modification de Warcraft 3. Et du coup, là-dedans, tu apprends la programmation sans vraiment le réaliser. Et plein de choses comme ça, petit à petit, en tant que jeune, j'ai appris ça. Et du coup, après, je me suis lancé, quand j'ai fait mes études, après le bac S, c'était un DUT informatique que j'ai fait. Ok. Aujourd'hui, c'est un BUT que ça s'appelle. Ouais, c'est BUT maintenant. En plus, je crois qu'ils ont changé le nom. C'est un petit mélange, parce en gros, il y a du code, il y a de la cyber, il y a aussi un peu de SI, tu vois, donc c'est un petit mélange maintenant. Ouais, ça a évolué. Mais déjà à l'époque, c'était super concret, en tout cas à l'IUT où j'étais allé à Reims. Et du coup, tu sortais de là et ça t'apprenait vraiment beaucoup de choses. Moi, en y arrivant, j'étais genre, ça fait des années que je programme sur mon temps libre, ça ne servira qu'à valider mes acquis, tu sais. En programmation, en plein de choses, t'apprends un peu et tu te dis c'est bon, je connais tout. Et en vrai, plus t'apprends, plus tu réalises que tu connais rien. Bien sûr. Pareil. Et j'y suis allé et non, j'ai appris plein de choses. Je n'ai pas juste validé mes acquis. C'était super cool. T'as une courbe comme ça en plus, comment ça s'appelle déjà? Tu sais, d'apprentissage. Donc, quand tu commences à apprendre, la courbe, tu montes très haut. J'ai oublié le nom. C'est l'effet de Dunning-Kruger, je crois, quelque chose comme ça. En gros, mais je le mettrai à l'écran. En gros, tu commences à apprendre quelque chose, tu apprends des notions et tu te rends compte que c'est facile. Du coup, tu arrives au pic, pensant que c'est bon, tu es à l'aise. Ah, ça y est, c'est la belle vie. Je sais faire des loops, je sais faire des variables, etc. Blablabla. Et puis, d'un coup, on commence à te parler d'orienté objet. On commence à te parler de classe, et ainsi de suite. Et en gros, tu rentres dans la phase où, ah ouais, en fait, non, je connais pas tout ça, j'arrive pas à faire tout ça. Et donc, tu retombes, et une fois que tu es retombé, c'est le meilleur moment parce qu'après, tu ne fais que de progresser, mais à une vitesse qui est beaucoup plus linéaire, tu vois. Donc, ça, c'est l'effet de Dunning-Kruger, il me semble. Mais, plus on en sait, moins on en sait, plus on croit. Exactement, c'est ça. Du coup, ce qu'il faut chercher absolument, c'est tout de suite à savoir ce que tu ne sais pas. Ça, je trouve que plus vite tu l'atteins, mieux c'est dans tous les domaines et ça te donne un peu plus de temps à la réflexion. Tout ça, avoir une vision d'ensemble, en fait, connaître le contexte. Oui, parce que je me rappelle clairement, je pense, mais à un moment où j'ai découvert les tableaux. D'accord. Des tableaux, quoi, et je me dis, mais c'est dingue, avec ça, maintenant, je peux tout faire. Ça résout tous mes problèmes. C'était vraiment ça. Ça résout tous mes problèmes, tout ce qui me bloquait. Avec les heures, c'est bon, maintenant, je peux tout faire. Et il restait une chose ou deux à apprendre encore. Oui, mais bon, c'était un outil à ce moment-là qui s'est dit, waouh, il va me permettre de faire telle et telle chose que j'avais déjà en tête, quoi. Ouais, c'est ça. Il te débloque sur des choses que tu connais. Mais du coup, il te fait découvrir d'autres problèmes après. Ouais, au fur et à mesure. Et honnêtement, c'est sûrement le cas avec plein de choses, genre les frameworks. Tu découvres un nouveau framework, React, Vue, j'en sais rien. Tu fais genre, trop bien en fait. Enfin, ça te débloque sur plein de problèmes que tu connais. Et pendant un certain moment, tu vas pas encore réaliser les nouveaux problèmes, soit qui ont été créés par le framework, soit qui ont été révélés par le framework. C'est ça. C'est pour ça que c'est vachement difficile de choisir une technologie, une stack de technologie. Parce qu'avant que tu t'en serves concrètement, tu sais pas vraiment qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça donne. D'où le fait de faire des proof of concept, d'expérimenter. D'ailleurs, c'est quoi ton avis par rapport à ça sur le fait de choisir une techno? Comment toi, tu as procédé pour te tourner, donc, parce que tu as pris ton application, c'était en Swift. C'est quoi comme, donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers Swift? C'est quoi les décisions qui t'ont amené à ça? Honnêtement, je pense pas. C'est pas un super exemple. Enfin, c'est intéressant quand même, tu me diras. Du coup, c'est en Swift, niveau langage de programmation, et le framework que j'utilise pour faire Redcon, c'est AppKit.
D'accord. Donc AppKit, c'est un framework d'Apple, spécifique pour les plateformes Apple, pas spécifique pour le Mac même. Oui. Ils ont en équivalent sur iOS, c'est UIKit. Mais de nos jours, tu en as un autre encore, et c'est le dernier nom que je donne, je promets, c'est SwiftUI, qui marche pour toutes les plateformes Apple. iOS, Mac, Apple TV, etc. J'ai choisi AppKit à l'époque, alors qu'il commençait déjà à être, désuet c'est un grand mot à l'époque, mais il commençait déjà à être remplacé par SwiftUI. SwiftUI, c'est vraiment la méthode qu'Apple te recommande pour faire ton truc, parce que tu codes une fois, et après, tu as beaucoup moins de travail pour le décliner pour les autres plateformes. Et eux, évidemment, ils veulent que tu fasses des plateformes pour toutes leurs plateformes, des applications pour toutes leurs plateformes. C'est ça. Mais une des grandes motivations pour faire Redcon, c'était de faire un truc, faire une application bien foutue, bien ficelée, qui respecte les conventions de la plateforme. J'ai toujours été amoureux des applications indépendantes sur macOS. Des trucs qui sont super bien faits. Toutefois, c'est genre souvent une personne qui l'a faite. Et ils voulaient corriger un problème. Il y a un problème qu'elle avait en tête. Elle se dit, ok, je vais corriger ça. Elle le fait super bien, avec une super interface, beaucoup d'amour. Et du coup, ces applications-là étaient faites avec AppKit. À l'époque, parce que c'était la seule possibilité. Mais c'est vraiment ça l'idée, quoi, faire un truc super polish. Et de nos jours encore, je pense que sur Mac, si tu veux faire l'application la mieux faite possible, la plus polish, la plus même performante, mais avec l'interface la plus quali, c'est encore avec AppKit, malgré le fait que tu vois, il monte en capacité. Et du coup, c'était ça mon choix perso. Tu trouves qu'au niveau de SwiftUI, il y a un petit peu trop de bazar, quoi. Donc il y a des trucs pour rien. SwiftUI, je pense, et je m'en suis peu servi, donc j'ai pas beaucoup d'autorité sur le sujet, je pense qu'il se focalise plus sur la productivité que sur le résultat. Alors, j'ai dit plus, c'est pas que tu abandonnes la qualité complètement bien sûr. Pour avoir la productivité, mais c'est quand même plus ça, où avec la même quantité d'efforts, j'imagine, entre AppKit et SwiftUI, ou entre UIKit et SwiftUI, hein, le parallèle est proche, avec la même quantité d'efforts, en SwiftUI, tu auras des applications moins bien fichues, je pense honnêtement, moins dans les détails. Les détails seront moins polish parce que c'est plus compliqué d'aller dans les détails avec SwiftUI. Par contre, elle fera peut-être plus de choses parce que tu auras le temps de faire plus d'interfaces, plus d'écrans, et elle sera sur plus de plateformes parce qu'encore une fois, tu as peu de travail pour l'adapter, beaucoup moins de travail pour l'adapter à d'autres plateformes. Donc c'est vraiment un compromis qui peut souvent être le bon. C'est la standardisation qui est recherchée par SwiftUI au final. Ouais. Parce que si tu as un besoin très spécifique, tu te casses les dents parce que tu te rends compte qu'au final, tu peux pas vraiment entrer dans le profond pour pouvoir du coup modifier les éléments que tu souhaites, tout ça, c'est ça. C'est un framework qui va vraiment te limiter à son scope à lui, quoi. En fait, tu pourras pas sortir de là. Ce qui est son défaut et sa force. Parce que du coup, avec peu d'efforts, tu as une interface assez standard. Sur iOS surtout, sur Mac moins, mais sur iOS, tu as un truc qui fait super clean avec vraiment peu d'efforts parce que Apple ont déjà pris certaines décisions, soit des defaults, soit sur les choses où tu n'as pas le choix. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, bien sûr. C'est drôle quand tu parlais justement de devs qui bossent seuls et qui créent des apps, tu sais, qui sont là pour résoudre un problème. Et ça m'a fait penser à toutes ces applications que j'ai achetées sur l'App Store, tu sais, genre celle pour mettre une fenêtre à gauche et à droite, celle pour que ton écran s'éteint pas ou que tu programmes son extinction. Tu sais, j'en ai au moins peut-être une dizaine des comme ça. Mais tu as raison, c'est à chaque fois pour résoudre un problème, une chose précise. Tu veux faire de l'enregistrement d'écran, QuickTime, c'est pas ouf. Même si ça fait le taf. Ton fichier, tu as fait 3 minutes d'enregistrement, il pèse 3 gigas. Tu aimerais bien du coup aussi avoir des fichiers audio qui ne soient pas du AIF, tu préférais peut-être du Wave ou du MP3. Bah, tu prends une app qui fait ça, genre la CleanShot, etc. Et là, il y en a un, Screencast, que j'ai pris il n'y a pas longtemps sur AppSumo. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais AppSumo. C'est une plateforme marketplace où tu peux justement retrouver pas mal de choses intéressantes. Je trouve que c'est une plateforme qui est intéressante justement quand on lance des SaaS. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler aussi tout à l'heure. T'as forcément du coup Product Hunt et pas mal d'autres plateformes comme ça, tu vois. Et t'en as d'autres aussi pour amener de la visibilité. Et en gros, sur AppSumo, le deal, c'est quoi? C'est que souvent, ils mettent en avant des produits où il y aura un lifetime, un forfait lifetime, quoi. Où tu vas pouvoir prendre du coup un abonnement en une seule fois à vie. Et cet abonnement-là, en fait, quand tu le prends sur leur plateforme à eux. Eux, ils font même des fois une vidéo pour pouvoir présenter le produit, le mettre sur leur chaîne YouTube. Il y a du monde. Le gars qui est derrière AppSumo, il a une super backstory. Donc, lui, c'est intéressant de voir un peu ce qu'il a fait. Et du coup, dessus, j'ai pris cette appli-là. Et cette appli, elle te fait carrément des screen records où tu auras aussi les zooms. Donc, quand tu bouges ta souris sur des endroits spécifiques, tu peux changer la taille de ta story. Tu peux faire pas mal de choses, tu vois. Et
c'est toujours la même chose. Un seul gars, dans son coin, qui s'est dit, moi, ça me saoule ce truc, je vais faire mon truc à moi, quoi. Du coup, toi, c'est ça un peu qui t'a drivé pour créer ton app? Carrément. C'est vraiment ça. Alors du coup, pour parler de ce que Redcon fait, Ouais. expliquer comment j'y suis arrivé. Déjà, Redcon, c'est quoi le sens du terme Redcon? Parce que ça, c'est important. Alors ce qui est rigolo avec Redcon, je pense, c'est le mot Redcon, c'est que la moitié... Je pense que les gens qui connaissent le mot, l'origine du mot, ça leur plaît souvent, mais que c'est genre la moitié des gens qui connaissent l'origine du mot, donc est-ce que c'était un bon nom? Bref. Ça vient de l'anglais. En anglais, c'est un terme dans les séries télévisées où les gens, les scénaristes, ils vont changer a posteriori quelque chose de l'histoire. Par exemple, saison 1, tu vois Alexa, on va dire ce mot-là, tu vois... Oups. Tu vois Alex, qui se fait écraser par des rochers. Genre, oh, c'était un personnage que les gens aimaient beaucoup, mais genre, moment dramatique, fin de la saison 1, il se fait écraser par des rochers. Sauf que les scénaristes réalisent que les gens adoraient le personnage, ils ont absolument besoin de continuer à ce qu'il soit dans l'histoire. Et du coup, je sais pas moi, saison 2, épisode 3, il arrive, il est un peu blessé et tout, il dit ouais, en fait, je suis pas réellement mort ce jour-là. Tout le monde, on pensait, enfin, c'était clair qu'il était mort, il est écrasé par des rochers. Je suis pas réellement mort, mais j'étais dans une fight spatieuse. Non, où j'ai été recueilli par des chamans et je guéris depuis 3 mois. Mais ça, c'est un redcon. C'est-à-dire que clairement, il était mort. Et non, ils vont trouver un moyen de dire, en fait, non, il n'était pas mort, pour pouvoir avancer avec leur scénario. Donc, un redcon, ça veut dire rétroactive continuity. La continuité est rétroactive. Donc, vraiment, à un moment, dire, ouais, non, en fait, ça s'est passé comme ça. On t'a inventé un nouvel corriger l'histoire, quoi. Réécrire l'historique. Et du coup, c'est pour ça que c'est le nom potentiellement parfait pour Redcon, mon application. Parce que du coup, Redcon, c'est un client Git pour réécrire l'historique. C'est vraiment l'idée. Pour réécrire l'historique beaucoup plus vite que tu pourrais avec n'importe quel autre outil. Enfin, de tout ce que j'ai vu, en tout cas, Redcon, c'est vraiment plus rapide. C'est une GUI. Et ce qui est rigolo, du coup, c'est qu'il te permet d'aller plus vite. Et aussi, je pense qu'elle est beaucoup plus facile à apprendre. Pour les gens qui sont pas confortables avec Git. Ça fait 3 ou 4 jours que je l'utilise, tu vois. Et la prise en main est rapide. Hein. Merci. Tu prends en main très vite, tu comprends très rapidement, tu bouges tes commits quand justement il faut réécrire, tu vois. Et ainsi de suite. Non, franchement, l'interface, elle est suffisamment accessible et simple pour qu'on puisse tout de suite comprendre comment l'utiliser. Et toi, c'est quoi que tu rencontrais justement comme problème avec ton utilisation de Git au quotidien pour y arriver en fait à Redcon? Des rebases interactives, des réécritures historiques. D'accord. J'en faisais souvent, donc j'ai des rebases interactives dans la ligne de commande, c'est quand tu fais ton git rebase-i. C'est galère. Et voilà, c'est galère. À la fois, il y a une élégance dans la manière dont c'est fait, je trouve. Honnêtement, je trouve que tu le lances et ça t'ouvre. Donc, pour décrire vite fait, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude avec ça, ou qui s'en sont jamais servis, quand tu fais un kit rebase interactif, déjà tu choisis jusqu'où tu réécris, c'est-à-dire tu as la liste de commits, tu peux en avoir des milliers. Tu dis, ah non, je vais réécrire jusqu'à celui-là. Et ce que Git fait, c'est qu'il t'ouvre ton éditeur de texte avec une to-do list dedans, où il te met la liste de tous les commits récents, jusqu'à celui que tu as choisi, tous tes commits récents avec leur identifiant, et une lettre au début de la ligne. Et l'idée, c'est que tu vas modifier cette to-do list, ce fichier de texte. Genre, si tu supprimes une ligne, quand tu auras fini, le commit aura été supprimé, parce que tu as supprimé la ligne. Si tu réordonnes les lignes, sont réordonnées. Et si tu changes la lettre, ça fait des actions spéciales, comme ça te permet de le renommer, ou de le fusionner avec son parent, le fix-up. Et ça marche pas mal, ça fait le job. Parce que du coup, tu dis, ok, je vais réécrire l'historique, tu fais ta tambouille dans ce truc-là, tu dis, oh, ça je vais le déplacer là, ça je vais le déplacer là, je vais supprimer, etc., etc. Et ensuite, quand tu fermes ce fichier, c'est-à-dire que ça commence pour de vrai, où là, il va essayer d'appliquer ta to-do list. Et en vrai, c'est là que commencent les ennuis. C'est que du coup, là, tu peux avoir des conflits, ce qui est normal. Si tu as réordonné des choses, tu as supprimé des commits, tu peux avoir des conflits où l'ordre dans lequel tu veux tes commits, Git, il ne sait pas exactement comment réconcilier les changements, comme ils ont changé, etc. Donc, tu résous les conflits un à un, tu en résous un, puis après, il y en a peut-être un autre, puis 2, puis 3, etc. Et quand tu as tout résolu, c'est terminé. Donc ça marche en pratique, et c'est vraiment puissant. C'était bien fait, il n'y a pas de souci, c'est sûr. Après, dans l'usage, mais voilà, c'est galère. Dans l'usage, c'est galère. Je pense que c'est une bonne. Je le mettrai sur mon site. Dans l'usage, c'est galère. Parce que l'idée, c'est que il y a plein de problèmes avec ça. Si tu fais la moindre erreur, tu dois tout recommencer de zéro. C'est-à-dire que tu es en train de résoudre le premier conflit, tu dis ok, c'est bon, tu finis de résoudre le deuxième conflit. Premier. Tu arrives au deuxième, tu fais ah mince, le premier j'aurais dû faire différemment. Il faut tout recommencer. Tu fais un git rebase abort, tu refais ta to-do list, tu réordonnes, tu supprimes machin, tu refais ta première résolution de conflit jusqu'au bout, et là tu dis ah oui, je l'ai fait correctement cette fois-ci. Donc voilà, si tu as une erreur, tu dois tout refaire de zéro.
Si pendant que tu fais ta to-do list, tu sais pas si ça va créer des conflits ou non. Tu es dans un fichier texte, donc tu réordonnes, tu supprimes, c'est juste des lignes de texte, tu n'as aucune idée de ce que ça va donner. Ça se trouve 0 conflit, ça se trouve 13. Tu sais pas à l'avance. Et même pour les changements simples, en fait, tu es obligé de passer par ce processus. Tu as des raccourcis dans certaines applications qui sont pas mal faits, mais dans la ligne de commande de Git, par défaut, si tu veux renommer un commit, c'est trouver l'idée de ton commit, tribes interactif, choisir le mettre à R comme reword, et ensuite ça t'ouvre un autre fichier texte dans lequel tu peux enfin modifier son message et tu confirmes. Dans Redcon, cette même opération, c'est tu sélectionnes ton ancien commit avec le message que tu veux changer, et le message, là où tu le vois, tu le changes. Tu tapes un nouveau message. Ouais, c'est tout. Ouais. Et tout dans Redcon veut être comme ça. Tout dans Redcon veut être instantané, aucune abstraction supplémentaire. Techniquement, c'est une abstraction supplémentaire, mais aucune couche d'interaction. C'est pas un mode spécial. Ouais. C'est plus axé humain, on va dire. Parce que là, du coup, avec la machine, tu as un peu moins de... L'interaction est beaucoup plus naturelle. Ouais. Donc, le fait de cliquer sur tu cliques sur ton commit, hop là, tiens, ça s'ouvre, je peux écrire. C'est magnifique, tu vois. Parce que du coup, ça t'enlève ce poids de... Tu sais, t'as beaucoup de débutants qui n'y arrivent pas avec Git. Qui, quand on leur dit qu'il faut maîtriser le versioning, ils te disent, mais soit j'en ai pas vu en formation, soit j'en ai fait un petit peu, je sais pas trop, etc. Et dès lors où on commence à rentrer dans le vrai avec juste le fait de faire des merges, de commencer à faire des petits rebases par-ci, par-là, waouh, tu perds tout le monde. Donc là, le fait d'avoir une interface, ça facilite. Moi, je sais que j'ai pas mal d'élèves à chaque fois, quand je veux les initier à ça, quand je veux les initier vraiment à utiliser Git, je leur fais utiliser directement un GUI. Il y a pas moyen, en fait. Sinon, ceux qui ont envie de faire de la ligne de commande, il n'y a pas de souci. Mais vous allez l'apprendre après avoir compris le principe, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une des choses vraiment intéressantes. Où, à la base, Redcon, le but, c'était d'aller vite. Parce que du coup, dans ce que j'ai raconté, je faisais des Git rebases interactifs tout le temps. C'est bon, j'avais compris comment ça marchait, je pense, globalement. Et j'ai fait Redcon pour aller plus vite. Mais en fait, il se trouve que aller plus vite et être plus facile à apprendre, ça peut vraiment aller main dans la main. Ça peut vraiment être juste l'idée de présenter quelque chose de manière plus naturelle, plus intuitive. Ouais. Et du coup, ça te retire de la charge mentale. Tu as moins de choses à penser, à prévoir. Et enfin, du coup, oui, ça te permet d'aller plus vite et d'apprendre le truc plus rapidement. Parce que du coup, je parlais du fait de faire une erreur tout à l'heure. Si tu fais une erreur dans Redcon, c'est pas recommencer depuis zéro. C'est faire commande Z, tu fais undo. Et la dernière chose que ça t'a faite, ça l'annule. Soit un déplacement de commit, une suppression... ou même une validation de conflit, ou même pousser une branche, tu peux l'annuler comme ça de manière safe. Juste avec un command, j'ai pas testé. Juste avec un command Z. Et il y a eu beaucoup de boulot pour que ce soit réellement safe, que tu puisses pas, parce que techniquement derrière c'est un force push. Bah oui. Pas le choix. Mais en gros c'est une implémentation custom du force push with Liz que certains utilisent, où Redcon va faire super attention quand il fait son force push inversé. Il s'autorise à écraser ce qu'il y a dans la remote que si c'est exactement ce à quoi il s'attend. D'accord, ouais, check, voilà. Il voit que c'est pareil. Ok, d'accord. Ouais, si tu avais poussé B alors qu'il y avait A, quand tu annules, il ira de B à A, mais seulement. Si c'est plus B qui est là, il dit bah non, je reviens pas à A parce que c'est plus B qui est là, ça a changé, pas d'annulation. D'accord, ça c'est cool. Tu puisses rien écraser par erreur. Ouais, parce que du coup, le but c'est de rendre le truc facile et rapide, mais il faut pas que ce soit unsafe. Faut pas que tu puisses tout détruire sans réaliser. Justement, t'imagines le stagiaire là? Oui, normalement, oui. Là, c'est cool. Et côté, du coup, on va dire, qu'est-ce que tu prévois? Donc, de rajouter à ton application, s'il y a des choses à rajouter. Parce qu'on sait que less is more, comme le disait pas mal de monde, dont aussi Steve Jobs, c'est une vérité. Donc, est-ce qu'il y a des fonctionnalités que tu comptes ajouter dedans? Ou est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu as envie de retravailler aussi dessus? Donc, tu as eu des feedbacks déjà? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Beaucoup de feedback, ouais. Beaucoup de retours. J'ai eu cette chance-là. Du coup, le lancement, parce que c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc, mais plein de retours. J'ai été feature sur Daring Fireball, le blog de John Gruber. Ce qui est énorme. Enfin, ce qui est le meilleur endroit où que mon application il puisse en parler. Et il a fait un commentaire vraiment gentil dans son blog post, au point qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email en me disant oh, félicitations pour ta publicité sur Daring Fireball. Je suis genre oh alors non. j'ai pas ce genre de budget. Incroyable. D'accord. Du coup, oui, beaucoup de retours. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que les retours sont super utiles. Parce que oui, j'ai une idée de choses à rajouter. J'ai plein de choses que je veux rajouter, plein de choses que je veux corriger. Il y a plein de défauts dans Redcon. Mais du coup, d'avoir des retours, ça me permet de un peu savoir qu'est-ce que je veux modifier. Et une des premières choses que je rajouterai, je pense, ce sera le fait de séparer les commits.
d'en prendre un et de le séparer en plusieurs commits plus petits. Parce que souvent, tu fais un gros commit avec plein de choses. Et après, tu te dis, OK, mais ça devait être plusieurs commits différents. Et du coup, c'est un split, quoi. Donc, ouais, un split. Et tu peux le faire, ça, avec un Git Rebaser interactif normal. C'est un peu ambigu, enfin, c'est pas très connu, mais tu peux carrément le faire. Mais pareil, c'est compliqué, quoi. Et dans l'idée, la manière dont Redcon, je voulais le faire, c'est vraiment la manière la plus simple possible. Et à voir si les gens arrivent à le découvrir, c'est un peu le... Bon, il faut toujours designer le truc, quoi, des choses à réfléchir. Actuellement, tu peux modifier n'importe quel commit de Redcon. C'est-à-dire, tu dis, tiens, ce commit-là, j'avais fait une typo dans le commentaire. On va pas rajouter un commit en plus, modification du commentaire. Ça intéresse personne de lire ça. Donc, tu sélectionnes ton commit, tu fais modifier, enfin, edit en bas à droite. Et après, tu as juste à modifier le fichier dans ton éditeur, parce Redcon, il t'a remis à ce moment-là l'historique, donc le fichier, il a cette vieille version-là dans ton dossier. Donc, tu as juste à faire edit, modifier dans l'éditeur, à stager le changement que tu viens de faire et à confirmer. Et ça l'applique. Et l'idée, c'est que pour splitter un commit, tout ce que tu as à faire, c'est l'inverse. C'est de ne pas stager les choses. D'accord. Donc tu fais edit. Là, il y a tout qui est stagé par défaut parce que c'est l'état par défaut de ton commit. Et les choses que tu veux séparer, tu les unstage. Tu cliques sur les cases à cocher. Dans Redcon, le fait de stager les choses, c'est juste une case à cocher ou décocher. Et donc tu décoches, tu dis ça va dans un autre commit. Et tu fais continuer. Et là, pouf, il va te créer un nouveau commit avec tous tes changements. Il les extrait de l'ancien commit et les met dans le nouveau. En gros, ça fait... il conserve le tout. Et après, tu vas pouvoir le split d'un côté pour choisir les fichiers qui t'intéressent et tout. Ouais, ok, ça serait cool, ça. T'as une roadmap que tu t'es faite et tout pour... Du coup, non, pas encore. J'ai une to-do list immense, terrifiante. J'essaie de ne pas la regarder trop tard le soir, sinon je ne dors pas. Mais c'est plein d'idées et plein de choses que je devrais faire, plein de choses que j'ai envie de faire. Donc, mais pour l'instant, pas de roadmap parce que voilà, le lancement est encore assez récent. Donc je voulais rester ouvert à ce que les gens demanderaient et voir qu'est-ce qui était le plus demandé. Et genre, le split, c'est une chose que j'avais envie de faire, mais là, clairement, c'est la chose que les gens demandent le plus. Parce que les gens, ils arrivent à imaginer ça, tu vois. Il y a des choses que tu dis, je sais pas, tu penses pas, quoi. C'est que en fait, plus vite tu mets ton produit dans la main des personnes qui vont l'utiliser, et tu verras que c'est eux qui vont te dire, en gros, de quoi ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, à chaque fois, qui commencent à vouloir développer une app. Ils s'arrêtent en plein milieu, soit parce qu'ils sont mal organisés et qu'ils ont commencé à l'arrache en voulant faire du CSS. Ou sinon parce qu'en fait c'est un produit qu'ils sont en train de faire pour se satisfaire eux-mêmes, tu vois. Alors qu'en réalité, à la fin, il faut que les gens l'utilisent. J'aime bien dire que quand tu codes, c'est quand même pour pouvoir générer un revenu à côté. Vous créez quelque chose qui il faut que tu puisses en vivre, tu vois. Donc, soit tu as un boulot, soit tu es freelance, ou peu importe, mais il faut que tu puisses en vivre du code. Sinon, c'est un hobby. Mais c'est bizarre comme hobby quand même. Parce que, c'est valide aussi, Ouais, mais c'est cool d'en faire son métier, c'est cool de vivre de ce qu'on aime. Pour soi-même, genre si tu fais de l'IoT à la maison, moi je comprends, tu vois. C'est un hobby, tu en fais parce que tu veux programmer ce que tu veux à la maison, les fenêtres elles s'ouvrent toutes seules, etc. Des trucs comme ça et tout. Mais pour la charge qu'il y a en termes d'apprentissage, je trouve que c'est cher payé quand même. Chacun son parcours. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas en fait, à avancer sur leur appli. Et puis quand il faut la livrer, soit c'est trop tard, soit ils la livrent, mais ils n'arrivent pas à accepter en fait, les retours, alors que c'est pour les utilisateurs qu'on code cette appli. Et du coup, leur retour, c'est le truc qu'on veut absolument normalement, pour pouvoir donc l'améliorer et en faire le produit de leur rêve, quoi. Carrément. Et donc au niveau des feedbacks, jusqu'à présent, ça va, tu as des trucs qui sont intéressants pour toi, tu trouves que là, il y a de la matière à faire pour continuer à faire évoluer l'appli. Ouais, carrément. Je pense qu'il y en a qui ont dû commencer à te parler d'IA. Et honnêtement, très peu. Ah ouais, très peu. C'est top. Bah ça, c'est pas mal, ça. parce que du coup, c'est pas trop l'esprit de l'application. La question, c'est plus te donner les outils de toi faire rapidement exactement la chose que tu as en tête. En même temps, dans une certaine mesure, ça pourrait... Enfin, je peux comprendre. D'ailleurs, un instant, il me semble qu'il y a un outil sur GitHub. Il me semble qu'il s'appelle Redcon aussi. Voilà, il existe depuis quelques mois. Un truc en ligne de commande, open source. Et c'est marrant parce que c'est l'inverse de Redcon. C'est la même chose, mais avec une approche complètement inverse. D'accord. Alors, ça te permet spécifiquement de réécrire les messages de tes commits. Mais l'idée, c'est mes commits, ils ont des messages illisibles. Je veux les réécrire, mais je veux pas les réécrire. Et donc, ce Redcon-là, ce qu'il fait, c'est qu'il invente avec de l'IA un message pour sa commit. Ah, d'accord. Il regarde, je suppose, le contenu et déduit quel devrait être le message du commit. Et c'est intéressant parce que, honnêtement, on retrouve un petit peu la dichotomie AppKit SwiftUI entre Redcon. Il y en a qui a une majuscule, l'autre non.
Ou Redcon, mon application, c'est vraiment, tu vas faire exactement ce que tu veux, super clean, et je vais te donner les outils d'aller très vite, de faire en sorte que ça ne prenne pas 2 heures. Et Redcon minuscule, c'est les messages, ils seront sûrement, il y en a un sur deux qui sera incorrect, ou ils seront incomplets, etc. Mais ça va ultra vite, donc tu n'as pas de raison de ne pas le faire. C'est un parti pris. Ouais, carrément. C'est un parti pris, parce que moi, par exemple, j'utilise beaucoup OpenCommit, tu vois, par exemple. Je connais pas du tout. C'est un module Node.js que tu peux utiliser pour écrire tes commits à l'aide de l'IA. Ce que je trouve intéressant dedans, déjà, c'est que tu peux choisir ton modèle, tu vois. Donc, moi, je préfère Claude. Donc, Claude 3.5 Sonnet, c'est pas mal. Et les messages qu'il rédige, il les rédige sur base, du coup, de ce que tu as mis en stage. Donc, il regarde l'avant, l'après. Il en déduit ce qui a été modifié. Il t'écrit quelque chose. Donc, tu peux lui dire d'écrire avec des emojis, peu importe, etc. Tu peux relire et lui dire « ça me plaît pas, régénère ». Ça me plaît pas, régénère. Et dès que c'est bon, tu dis « ok, je valide » et le commit est validé par la suite. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu peux gagner pas mal de temps avec ça, mais faut pas que ce soit un truc automatique, quoi, où tu vas juste lancer l'outil et pas vérifier les commits et tu sais pas ce qui est écrit, quoi. Si derrière, c'est pour devoir tout réécrire, je trouve ça un peu dommage. Tu perds du temps pour plus tard, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, comme j'ai lancé Redcon assez récemment, j'ai dû beaucoup travailler sur, gros mots, le message marketing. Oui. Comment le présenter, comment le vendre, comment le mettre en valeur. Parce que moi, je suis ultra convaincu de sa valeur et je me sers presque tous les jours. Enfin, j'adore cette application. En même temps, elle est faite pour mes propres besoins, donc ça aide. Mais après, l'idée, évidemment, c'est d'en parler aux autres et de leur dire hey, c'est cool pour telle raison. Et du coup, une des choses qu'il a fallu que je fasse, c'est d'expliquer, mais juste pourquoi réécrire l'historique. Ouais. Parce que tout le monde réécrit pas l'historique. Et aussi parce que j'envoyais des fois le press kit à des journalistes qui n'étaient pas forcément familiers à ça, normal. Donc c'est un peu d'expliquer ça. Donc j'ai dû réfléchir à comment exprimer quel est l'intérêt de réécrire l'historique. Et je trouve qu'une chose vraiment puissante avec ça, c'est une manière de l'écrire, c'est que ça prend le contexte de tes changements de code. Dans ton commit, il y a les changements de code, forcément. Oui. Ça prend le contexte autour de ces changements de code et ça les met aussi dans le commit. Ça le met dans le message du coup de commit. Dans les messages ou dans l'historique, parce que l'ordre des commits et tout raconte une histoire. Bien sûr, c'est ça. Donc c'est vraiment l'idée de prendre le contexte et de le mettre dans le commit avec les changements eux-mêmes, le contexte des changements. Le contexte du genre, on a mis à jour telle dépendance, genre si tu mets juste bump machin, ok, bump machin, mais pourquoi ? Des fois, pas besoin, c'est juste bump machin parce que tous les mardis, c'est le bump Tuesday, j'en sais rien. Ou peut-être que tu as bump machin parce qu'il y avait une incompatibilité quelque chose, ou que ça a augmenté la performance. Et ça, c'est super intéressant à mettre dans ton message de commit. C'est ça le contexte. Ou même des fois, c'est tu fais un truc, tu écris un bout de code et il est ultra compliqué. Et genre quelqu'un qui relit ça aussitôt, ou toi, dans quelques mois, tu dis mais pourquoi j'ai fait comme ça ? Ouais, aucun sens, pourquoi faire aussi complexe ? Peut-être que tu n'avais pas compris, tu n'avais pas réalisé, tu n'avais pas trouvé la manière plus simple, ou peut-être qu'il y avait une très bonne raison de faire un truc complexe. Et du coup, tu l'écris dans ton commit. C'est ça. Ou tu regardes le commit juste avant et tu dis ah oui, on a rajouté, ou de juste après, et tu dis ah oui, juste après avoir fait ça, on a rajouté telle autre fonctionnalité, donc on avait besoin de cette complexité. L'historique de Git, c'est vraiment une de ses fonctions principales, si tu t'en sers comme ça, chacun son utilisation. Si tu t'en sers comme ça, une de ses fonctions principales, c'est de prendre le contexte autour des changements, pas juste les changements, et aussi de le garder dans l'historique. Ouais, c'est top. C'est top. C'est une appli qui est un peu sous-côté, malheureusement, mais plutôt par des juniors, médias, on va dire, des personnes qui viennent de commencer, qui ont 1 ou 2 ans d'expérience, alors que tu n'as pas une boîte où tu versionnes pas, en fait, aujourd'hui. Ouais. Et de toute façon, aujourd'hui, avec le CI/CD, tu n'as pas le choix, en fait, vu que tu automatises tout. Donc, les tests, les déploiements, etc. Donc, il faut s'y mettre. Et le fait, du coup, d'avoir un outil qui se facilite l'accès aussi, du coup, à l'utilisation de Git, moi, je trouve ça cool. Parce qu'il y a quoi ? On a GitHub Desktop, c'est pas ouf. Il y a honnêtement pas mal de clients Git. Je suis pas ultra fan de GitHub Desktop. Moi, celui que j'utilise le plus, c'est GitKraken à la base. GitKraken. Mais GitKraken, c'est une usine à gaz. Parce que pour mon utilisation à moi, il y a trop de choses, tu vois. Le fait que Redcon, tu vois, quand j'ai commencé à l'utiliser, puis c'est pas mal. En fait, il y a le strict nécessaire de ce dont j'ai besoin. Même si on a d'autres fonctionnalités qui arrivent avec le futur, l'UI permet de pouvoir ne pas s'y perdre, d'être à l'aise, d'être focus sur une chose. De l'autre côté, on dirait un jeu vidéo, tu as des boutons partout, tu as des bandes, des couleurs, tu vois, c'est un petit peu... tu t'y perds.
Du coup, je trouve ça un peu dommage. Et c'est vraiment intéressant ça, parce que c'est le dilemme quand tu fais une application, et c'était vraiment un point super présent quand je faisais Redcon, c'est quoi mettre. Alors, parce que, évidemment, chaque nouvelle fonctionnalité, elle prend plein de boulot à rajouter, mais juste, genre, est-ce que je devrais le mettre ou non? Parce que chaque chose que tu rajoute de la complexité. Chaque information que tu rajoutes à l'écran, ça noie les autres informations dans le flow, quoi. Et c'était vraiment intéressant. Une des choses, par exemple, dans Redcon que j'ai faites, c'est quand tu regardes un commit, il t'affiche très peu d'informations comparé à certains autres clients. Il t'affiche le titre du commit, le corps du message aussi. Il t'affiche l'auteur et la date. Et c'est tout la plupart du temps. Okay. Là où dans certains autres clients, tu vas avoir le message complet du commit, l'auteur, le committeur, même si c'est le même que l'auteur, la date d'auteur, la date de committeur, même si c'est la même. Tu auras le hash. Ah oui, il y a le hash quand même dans Redcon qui est affiché. Tu auras le hash de commit, mais tu as certains clients qui vont afficher le hash du commit par an. C'est ça. Alors que tu peux l'avoir dans la liste. Ouais. Pas toujours, si tu as scrollé, tu le verras pas, mais la plupart du temps, tu peux l'avoir dans la liste. Ils te mettront même le hash du tri du commit. Et je pense que 80% des gens qui utilisent Git ne savent pas ce que c'est un tri. Et ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ont bien raison de ne pas savoir. Mais du coup, voilà, tu as des applications qui vont vraiment tout afficher. Et dans le diff, tu as des petits trucs genre arrobase, 13,42. La majorité des gens, ils savent pas ce que c'est. Et encore une fois, c'est très peu utile. Ça peut servir, mais c'est très rare que ça serve. Et 2 numéros de ligne pour chaque truc. Et ça peut servir, mais la plupart du temps, ça sert pas. Pareil aussi. Et donc, en designant Redcon, une grosse chose que j'ai faite, c'était de retirer des choses, ce qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mais je me dis, attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et des fois, la réponse était oui. Des fois, j'ai envie de retirer le maximum de choses, mais des fois, je ravale ma fierté. Je suis genre, bien sûr. Je vais faire comme les autres. Parce qu'il faut savoir. Et des fois, le truc, c'est que tu te dis, mais en fait, il n'y a pas besoin. Ou je peux l'afficher différemment, de manière subtile. Et un bon exemple de ça, c'est le committeur. Donc, l'idée, c'est que dans Git, quand tu fais ton commit, dans un commit, il y a 2 informations, il y a 2 métadonnées différentes. Il y a l'auteur et le committeur. Ouais. Quand tu le crées initialement, c'est la même personne, les deux, la même personne, la même date. Mais si tu le réécris à une date future, ou tu le merges, du coup, c'est un nouveau committeur et une nouvelle date. L'auteur n'aura pas changé, c'est la personne originale, la date originale, mais le committeur et la date de committeur, ce sera la personne qui merge, etc. Bon, dans Redcon, si les 2 informations sont différentes, il te les affiche effectivement. En bas, il t'affiche rewritten, 2 points, et puis il y a la date et la personne qui a rewrite. Okay. Et si ça n'est pas arrivé, si les 2 sont équivalents, il t'affiche pas cette ligne. Il te laisse juste, c'est la même personne, quoi. Voilà, il te donne pas l'info parce qu'il n'y a pas d'info, il n'y a pas de différence. Le committeur, il existe techniquement, mais il n'est pas intéressant. Et donc ça fait, hop, une information de moins affichée. Ah, c'est cool. C'est beaucoup de considérations comme ça. Et là où ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport aux autres clients, alors comme GitKraken, j'ai pas énormément utilisé GitKraken, je peux pas en parler de lui, mais c'est que en même temps il y a ce dilemme là que eux ils vont être compliqués, mais en même temps parce qu'ils permettent de tout faire. Et une des fonctions, la manière dont tu peux voir ta GUI de Git, c'est de dire ok, on va prendre tout ce que peut faire la ligne de commande et te le donner en GUI, parce que on pense que ce sera un peu plus pratique, accessible, ça fera moins peur, etc. Quelle que soit la motivation. Et c'est une façon de faire, mais c'est aussi un compromis sévère, parce que du coup, si tu permets de tout faire, tu peux pas faire les choses mieux ou différemment et donc mieux. Et Redcon jamais ne fera tout ce que les autres font, clairement, je pense. Mais du coup, ça lui permet de réinventer certaines choses, de faire ressortir certaines choses, et de faire moins, mais beaucoup mieux normalement sur certains points. Enfin, pour la réécriture d'historique, par exemple, ça n'a vraiment rien à voir avec... Il n'y a aucun outil, je pense, qui permet d'aller aussi vite que Redcon et de le faire aussi facilement. Mais entre autres, c'est parce que Redcon se spécialise sur ça. Oui, c'est ça. Parce que par exemple, un des trucs qu'il n'y a pas dans Redcon, c'est le petit graphe qu'on peut avoir en ligne de commande, qu'on peut avoir dans le client. On voit tous les commits à la fois et on voit de quelle branche ils sont et tout. Ça peut être très pratique quand tu es dans un repo un peu complexe ou qu'il s'est passé des choses, tu veux dire, mais on en est où là? Ça t'informe tout de suite. Dans Redcon, tu l'as pas parce que si tu veux réécrire l'historique facilement avec du clic-glisser, tu veux une liste linéaire. Tu as vraiment besoin de liste linéaire. Bah oui. Et du coup, il n'y a pas la place d'afficher plusieurs branches à la fois avec un graphique et tout. Donc, c'est toujours une histoire de compromis qui te permet... le bon design, c'est des compromis, de savoir ce que tu abandonnes, ce que tu choisis. Less is more, toujours. Ok, c'est top tout ça. Du coup, par rapport à tout ce que toi, tu as pu expérimenter au travers donc, du développement et du lancement de ton SaaS, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, comme advice, voilà, des tips, des conseils que tu pourrais donner donc, à des personnes qui sont dans une situation similaire où ils ont envie de lancer pareil, leur projet? Une chose qui m'a réussi pour Redcon, et c'est la première fois que j'arrive à faire ça, ça a été, et ça rejoint ce que tu disais encore une fois tout à l'heure, ça a été de rapidement prendre du feedback. D'habitude, pour mes projets,
j'avais cette idée-là je voyais les trucs Apple, genre l'iPhone, il était sorti, et quand il était sorti, il avait plein d'imperfections, mais il était incroyable, et il était fini. C'était le 1.0, mais il était fini. Et du coup, moi, je voyais ça, et je me disais, quand je fais quelque chose, j'ai envie de le faire à la perfection, et ensuite, je l'annonce au monde, ensuite, je le montre aux autres. Et ça marche pas du tout. Parce que la chose que j'ai pas réalisé, c'est qu'Apple, et je sais pas si c'est connu, hein, c'est plus d'une personne. Ce qui est absurde, ce qui est évident. Mais c'est pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Tu vois ce que tu dis, ça, c'est une révélation pour beaucoup. J'aurais peut-être pas dû le dire, hein, ce qu'ils sont assez... Ils n'ont pas compris. Pardon. Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, qu'ils étaient seuls derrière leur ordinateur, tu vois, et qu'ils ne pouvaient pas accomplir le travail d'une équipe de 50 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes. Il faut faire des compromis, tu vois. C'est ça. Et du coup, toi, comment ça a influé sur tout ça? Bah, du coup, par rapport au fait d'en parler tôt, l'idée, c'est que rapidement, j'ai fait une bêta. Ouais. Dès que ça fonctionnait à peu près, j'ai envoyé un ami, c'était une alpha. C'était, comment dire, c'était ridicule. Ridicule, c'est pas le mot, mais rien du tout comparé à aujourd'hui. C'est juste une liste, on pouvait même pas voir le contenu des commits, etc. Mais je l'ai tout de suite envoyé à un ami qui m'a dit, oh, c'est rigolo. Il m'a pas fait un retour positif. Il m'a dit, ok, cool, bravo. Il y avait rien à voir. Mais tout de suite, je l'ai envoyé. Et ensuite, les versions, je lui ai envoyé. Au bout d'un moment, il me disait, il commençait à me faire des retours super intéressants. Ok. Voilà. Un jour, son retour, c'était, ça a tout supprimé. Dans son repos, ça avait tout supprimé. Okay. C'était il y a 2 ans et demi, ça. Ouais, et il y avait déjà un système de backup, du coup. À l'époque, je savais que ça avait ce potentiel-là, donc il y avait un système de backup, donc c'était pas si grave que ça. Mais je veux dire, c'est que dès le début, en fait, tu peux avoir des bugs, tu peux avoir des trucs comme ça. Et tu as besoin de savoir de quoi les gens ont besoin, comment ils comprennent ce que tu fais, parce que tout le monde ne pense pas pareil. Donc vraiment, le fait de montrer aux gens rapidement, c'est super important. Et donc, c'était une alpha au début que j'envoyais à mes amis, et après, c'était une bêta fermée, où les gens en ligne pouvaient s'inscrire et hop, je leur envoyais. S'inscrire, je leur envoyais. Au début, c'était vraiment dès que tu t'inscrivais, tu pouvais l'avoir. Et donc j'ai eu plein de gens, j'ai eu plusieurs centaines de personnes qui ont pu s'en servir comme ça avant le lancement. Okay. Et du coup, me faire des retours sur les bugs qu'il y avait, aussi bien que sur les features qui manquaient, où je me disais, ok, je ne peux pas sortir sans ça. Et d'autres choses où je pensais que tout le monde allait me demander. En fait, non, ça allait, ils ne me demandent pas, ok, je peux sortir sans ça. Parce que sinon, si tu essaies de tout mettre dans ton application avant la sortie, c'est compliqué. Ça ne sort jamais. Ok, vous avez entendu, hein, du coup, des feedbacks. Plus tôt vous avez des feedbacks, mieux c'est pour vous, et mieux vous allez pouvoir, du coup, commencer à travailler sur votre application, l'améliorer encore et encore. Ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais une recommandation d'une ressource, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être quelqu'un à suivre sur les réseaux, un site, un framework, peu importe. Qu'est-ce que tu aurais comme ressource à partager? J'aime beaucoup le travail de quelqu'un, elle s'appelle Julia Evans. D'accord. Elle fait des zines comme magazine. Le nom de son site, c'est Wizard Zines, magicien magazine. Et en gros, c'est des sortes de petites BD très compactes, très concises et très concrètes sur des sujets techniques. D'accord. Vraiment intéressant. Il y en a une sur Git qui, du coup, t'apprend la ligne de commande, mais pas juste les commandes. Elle t'apprend des commandes très concrètes, mais aussi elle t'apprend comment ça marche derrière. Genre, mais pourquoi c'est comme ça ou les termes. Genre, c'est quoi une remote tracking branch, je sais plus, c'est une tracking remote branch, c'est deux choses différentes. La terminologie Git peut être assez absurde des fois. Elle t'explique tout ça de manière vraiment claire. C'est en anglais, mais je pense que ça passe, parce que de toute façon, c'est beaucoup de langage technique. Honnêtement, ce que fait Julia Evans, c'est vraiment cool. Okay. Et la manière dont elle fait ça, c'est qu'elle pose beaucoup de questions. Toujours pareil, si tu fais un truc de qualité, il faut d'abord écouter avant de parler. Donc sur Mastodon, on peut la suivre et elle pose plein de questions, elle fait plein de sondages. Et c'est avec ça qu'en fait, après, elle sait où les gens sont confus, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir. Du coup, elle te sort ces zines de vraiment bonne qualité pour apprendre des choses. Sur des sujets comme Git, comment ça marche les integers et les floats, en interne, en binaire. Ouais. Ou les DNS, par exemple. Hyper intéressant. Super cool. Ok, c'est une super ressource, c'est top. Est-ce que toi, du coup, tu as des réseaux à partager pour que les gens puissent te suivre et t'envoyer des petits messages quand ils veulent te faire un feedback ou discuter par rapport à tout ça? Carrément. Alors, du coup, si les gens ils veulent découvrir plus Redcon, l'application, ils peuvent aller sur le site. Donc, ça s'appelle Redcon, R-E-T, comme Thierry, C-O-N, .app, le site. Et après, du coup, l'application, elle a un compte Mastodon. J'ai un compte Mastodon. Vous pouvez trouver tout en bas du site de l'application. Et ouais, carrément, je suis toujours à l'écoute de ce que les gens ont à dire, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Top, ok.